Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 20 juillet 2022. Alors, on va placer le contexte de marché ensemble comme d'habitude et on va développer aujourd'hui un thème. On va plus parler du gaz naturel. Hier, on a développé le thème des crypto-monnaies, on a parlé de l'Ether, de la blockchain Ethereum et pourquoi les altcoins et l'Ether pourraient surperformer cette année et pourraient même dépasser la capitalisation de Bitcoin et devenir le moteur des marchés des crypto-monnaies. C'est ce qu'on a abordé hier et aujourd'hui on va parler du gaz naturel parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et ça va être le focus ces prochaines semaines. Pourquoi? C'est un sujet qui a été mis de côté, pas vraiment mis de côté, mais dont la gravité n'a pas été vraiment mis en avant dernièrement parce que c'était l'été et l'été on doit simplement remplir les stocks. À partir de l'automne, c'est autre chose. On doit répondre à la nouvelle demande due à la baisse des températures. Et c'est là que les problèmes devraient se matérialiser. Car on n'aura pas réussi à remplir les stocks pendant l'été. Donc on en parle plus en détail un peu plus tard. C'est très important parce que ça a un impact également sur le DAX, le DAX l'Allemagne pardon, qui est très dépendante du gaz russe et donc toute nouvelle concernant Nord Stream 1 par exemple a un impact sur le DAX. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que les indices européens ont clôturé en hausse, c'est la troisième séance consécutive de hausse mardi, donc le DAX a progressé de près de 2,7%. Et ce sont grâce à des sources anonymes citées par Reuters justement qui ont révélé que Gazprom pourrait reprendre partiellement les livraisons de gaz naturel via Nord Stream 1 dès jeudi. Alors il y a beaucoup plus d'informations que ça, c'est beaucoup plus compliqué, on va en parler. On a appris de nouvelles choses hier. On va faire le point là-dessus. D'abord, un point sur Wall Street. On a eu de belles hausses également sur Wall Street. Un Dow Jones plus de 2%, S&P 500 et Nasdaq qui gagnent plus de 2,5%. Et ce qui a permis cette hausse, ce sont les résultats d'entreprise. Alors, on a émis nos doutes par rapport à ces résultats d'entreprise. On avait peur que cela, justement, plombe le sentiment de marché. C'est l'inverse. Les résultats d'entreprise boostent le sentiment de marché, remettent au goût du jour l'appétit pour le risque, avec des résultats optimistes pour Johnson Johnson, pour IBM, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout de même, IBM a abaissé ses prévisions de trésorerie. Netflix a également gagné 8% après la fermeture du marché, après la publication de ses résultats pour le second trimestre 2022. Netflix a déclaré un BPA de 3,20 $, les prévisions tablaient pour 2,94 $, un chiffre d'affaires de 7,97 milliards de dollars, les prévisions tablaient pour un peu plus haut, 8,035 milliards de dollars. Ce qui compte ici, c'est que Netflix a perdu seulement près d'1 million d'abonnés, très exactement 970 000 au cours du trimestre. Le marché s'attendait à une baisse de 2 millions d'abonnés. Donc, pourquoi Netflix gagne 8%? Tout simplement parce que c'est moins grave que ce qu'on attendait. On perd 2 fois moins d'abonnés, on en perd 1 million au lieu de 2 millions. C'est les marchés, c'est la psychologie. Donc, Netflix progresse de 8%. Un mot, donc on passe sur les matières premières à présent, avant de passer à l'énergie, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec le gaz naturel. Bon, il y a également pas mal de choses sur le pétrole, on en a parlé avec la visite de Joe Biden. Mais on va d'abord parler du maïs, le maïs qui est tombé à 600 $ parce que c'est suite au rapport hebdomadaire de l'USDA, vous savez, ce rapport sur la matière première agricole aux États-Unis. Ce rapport a montré une stabilisation de la récolte américaine dans une phase clé des récoltes de maïs, c'est la phase de pollinisation. Et donc, ça vient calmer les inquiétudes concernant l'offre mondiale de maïs. Et le maïs, dans ce contexte-là, a perdu du terrain. Il est passé sous les 600 $. Et la cible est à 500 $. Et on va le voir. Alors, on passe à Nord Stream 1. Ça continue d'agiter les marchés. Hier, Vladimir Poutine a prévenu qu'en cas de retard dans le retour de la turbine, les flux de gaz vers l'Europe diminueront davantage. Alors on va essayer d'expliquer la situation. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça peut paraître un peu flou. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que Goldman Sachs s'attend à ce que la Russie reprenne les flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1, mais seulement à 40% de sa capacité. D'abord, pourquoi les flux de gaz naturel ont cessé sur Nord Stream 1? Tout simplement parce que c'est la maintenance annuelle. Mais on avait des craintes que ça ne reprenne pas. C'est l'arme ultime de Vladimir Poutine, Nord Stream 1, notamment contre l'Allemagne. Et donc, c'est ce qu'on va développer. Nord Stream a indiqué hier qu'une petite quantité de gaz naturel a été transférée pour tester le système à la recherche de fuites. Donc Nord Stream indique également que la société s'apprête à reprendre des approvisionnements en ajustant la pression du pipeline. Mais est-ce que Nord Stream
pourra le faire? Est-ce qu'elle aura donc la matière première pour le faire, étant donné que le gaz naturel reste l'arme ultime de Vladimir Poutine contre les pays européens? Et donc le DAX a fortement augmenté après l'annonce de la reprise dès demain par Gazprom, dès jeudi, de l'approvisionnement en gaz pour l'Allemagne via Nord Stream 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la situation et quelles sont les questions qu'il faut se poser? Alors d'abord, ce qu'on sait, c'est que deux sources ont déclaré que Gazprom devait reprendre ses livraisons jeudi, après avoir terminé des travaux de maintenance de 2 semaines. Les livraisons devraient être sous les 160 millions de mètres cubes standards par jour. Alors, ça, c'est le standard de flux de gaz naturel. Les livraisons devraient être équivalentes à celles observées le 11 juillet, soit seulement de 50 à 60 millions de mètres cubes. Hein, donc on est à 100 millions de mètres cubes de moins. Le standard, c'est 160 millions. Ça devrait reprendre à 50 à 60 millions de mètres cubes. Et donc, selon une source russe, le Kremlin n'a pas encore pris de décision sur la reprise de l'approvisionnement en gaz. Alors, il y a des rumeurs qui disent que cette réparation de la turbine au Canada qu'on a abordée hier n'était qu'un prétexte et n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du gazoduc. Et d'un autre côté, si la turbine est toujours nécessaire, la reprise des livraisons pourrait avoir lieu donc à 50 à 60 millions de mètres cubes, comme on l'a dit. Et ce n'est qu'en août, après l'installation de la turbine, que les livraisons pourraient atteindre des niveaux dits standards de 160 millions de mètres cubes. Alors j'espère que c'est clair, c'est vraiment la situation actuelle de Nord Stream 1. Dans ce contexte-là, l'Europe doit continuer à trouver d'autres sources de gaz naturel et d'énergie disponibles, tout en limitant elle-même sa consommation de gaz, car elle n'a pas réussi à remplir les stocks pendant l'été à cause de ce problème-là justement, cette maintenance et une reprise qui sera que partielle et on n'aura pas des flux standards de gaz naturel qui permettraient, seuls ces flux standards de 160 millions de mètres cubes permettraient donc de remplir les stocks pour répondre à la demande à fin septembre, début octobre. Alors, donc des approvisionnements en gaz en provenance de Russie plus faibles ne seront pas suffisants pour répondre à la demande hivernale. Alors, ce qui s'est passé le 14 juillet, Gazprom a envoyé des courriers à 3 destinataires, 3 pays européens, indiquant que le transfert était réduit pour 4 forces majeures, ce qui pourrait laisser penser que les approvisionnements seront interrompus à l'avenir et ne reprendront jamais. C'est vraiment la crainte à l'heure actuelle. Donc, selon UBS d'ailleurs, hein, sans le gaz russe, les bénéfices des entreprises européennes pourraient être réduits jusqu'à 15%. Hein, c'est pour ça qu'on a vraiment un impact sur les indices européens et un impact surtout sur le DAX, vu la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz naturel russe. Alors, UBS s'attend également à une baisse supplémentaire de 20% de l'indice Eurostock 600 et à une baisse de l'euro-dollar en dessous des 90 cents. Donc, ce sont les prévisions d'UBS par rapport, si des craintes via l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe venaient à se matérialiser. Et toujours selon UBS, le rendement des obligations allemandes à 10 ans pourrait revenir à 0%. Et UBS souligne qu'il s'agit du scénario le plus pessimiste, que c'est le pire des cas ici qui est énoncé, et non le scénario le plus probable. Hein. Donc au cas où le flux de gaz ne reprenait pas via Gazprom 1, et donc que la sécurité énergétique de l'Europe est réellement mise en péril, et que l'Allemagne se retrouve sans gaz naturel. Donc voilà pour ce point concernant le gaz naturel russe. Hier, on a détaillé les crypto-monnaies. Il y a tellement de choses à détailler, tellement d'éléments qui vont être déterminants pour la suite. Il vaut mieux les comprendre aujourd'hui pour pouvoir anticiper et pour pouvoir être prêt le moment venu. Ceci étant dit, on peut passer à présent sur notre révision de marché sur les indices les indices européens. Voyez la hausse du DAX. Vous voyez comme le DAX est impacté par ce qui se passe vis-à-vis de Gazprom 1. Je vous rappelle que c'est vraiment le gaz qui est consommé en Allemagne, qui passe par ce gazoduc. Donc un DAX qui retrouve des couleurs, très belle hausse. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Il me semble que la dernière fois qu'on a eu une hausse de ce niveau-là, c'était ici, c'était en mars 2022. Remarquez ici ce double creux qu'on a annoncé hier. On n'avait pas cassé la ligne de coup et on l'a fait. Et donc on a pratiquement même atteint l'objectif théorique. C'est ce qu'on va essayer de vérifier maintenant. Non, il me semble que l'objectif théorique était sur le retracement de Fibo de 50%. C'est exactement ça. Donc on est aux portes de l'objectif théorique. C'est le retracement de Fibonacci à 50%, les 13 518 points. Donc il nous faut un dernier élan en ce début de séance européenne pour aller chercher l'objectif théorique. Peut-être après une news qui va remettre une pression sur les cours. En tout cas, on est déjà aux portes de l'objectif théorique pour le DAX. Il nous faut un nouveau catalyseur à présent. Et le Nasdaq également a bien progressé. Les résultats d'entreprise soutiennent la hausse.
Et là, c'est vraiment le scénario auquel je m'attendais le moins. On est en train d'intégrer le nuage journalier. On casse cette oblique baissière qui relie les sommets. Vous le savez, je m'attendais à un tout autre scénario, hein. Je m'attendais plus à une sortie par le bas de nuage H4, étant donné la pression exercée par le nuage D1. Mais les résultats d'entreprise m'ont surpris pas mal d'opérateurs d'ailleurs, et effectivement, cela a ravivé l'appétit pour le risque, et on tente d'intégrer le nuage journalier, ce qui ne sera pas une tâche aisée. Il faudra davantage de bonnes nouvelles pour le traverser. On est à peine aux prémices, on est à peine au début de l'intégration du nuage. Il faut le traverser dans son intégralité, et le plus dur, en sortir en cassant la SSB. Donc voilà où nous en sommes sur le Nasdaq. Le S&P 500, c'est pratiquement pareil, sauf que vous voyez, le nuage journalier a fait vraiment office de résistance pour le coup. On va ajouter le nuage journalier sur ce graphique-là. Je vous rappelle, pour le faire, on choisit l'indicateur Ishimoku. Dans l'intervalle, on prend l'intervalle supérieur en plus 1. Comme on est en H4, le plus 1, c'est du journalier. On peut choisir plus 2 pour avoir l'hebdo ou plus 3 pour le mensuel. Ce qui nous intéresse, c'est le plus 1. Ce qui nous intéresse également, c'est le nuage. Donc je décoche le reste. Le nuage, c'est simplement ce qu'il y a entre la SSA et la SSB. Donc je garde SSA et SSB cochés pour avoir mon nuage journalier sur un graphique H4. Et voyez cette résistance, ce nuage journalier. Le Nasdaq l'a intégré, le S&P 500 ne l'a pas fait. À voir, hein, on pourrait avoir un repli à ce niveau-là. C'est peut-être la situation technique du S&P 500 qui nous donne la meilleure image de la situation actuelle, du sentiment sur les indices boursiers américains. C'est peut-être à partir de là qu'un nouveau repli va s'amorcer pour aller chercher les 3850 derniers remparts avant les 3820 et une traversée du nuage H4. À suivre. Dow Jones, il tente également l'intégration du nuage, mais tout reste à faire encore une fois. Et ici, hein, vous voyez, on sort par le haut de ce drapeau, selon l'analyse technique classique, c'est un signal d'achat, certes, et ici on a l'objectif qui nous est donné, et on y est presque. On a normalement deux objectifs même, on a la hauteur de la figure également qui est un objectif. Donc voilà les deux objectifs techniques selon la théorie, hein, 32 285 ici, 32 675 ici. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies, là aussi une belle surprise. Alors, crypto-monnaie, Bitcoin, vous voyez, très intéressant de constater que le Bitcoin, effectivement, casse la borne supérieure de son range, très bonne nouvelle, et il casse également la moyenne mobile à 50 périodes en intégrant le nuage. J'avais la même vision pour les crypto-monnaies que pour les indices boursiers, donc j'ai eu tout faux là aussi. Le sentiment s'est bel et bien renforcé, hausse des valeurs technologiques, hausse de Wall Street, et donc dans la foulée, dans le sillage de la hausse de Wall Street, les crypto-monnaies en profitent et progressent également, après avoir déjà profité d'une news qui était propre au marché des crypto-monnaies, hein, cette concrétisation de merge, du passage au proof of stake pour la blockchain Ethereum, est donc prévu pour le 19 septembre, alors qu'on ne cessait de repousser cette échéance qui avait été annoncée pour le mois d'octobre par Vitalik même, hein, le créateur d'Ethereum. Et donc finalement, ce sera un peu plus tôt. Le Bitcoin, les crypto-monnaies avaient profité de cette nouvelle propre aux crypto-monnaies, et les crypto-monnaies profitent de ces bonnes nouvelles propres au marché action, la publication des résultats. Le résultat technique, cassure de la moyenne mobile 50, intégration du nuage, et en H4, hein, vous voyez ici, on a eu un signal Ishimoku validé, et on progresse. C'est clairement un signal d'achat, hein, en donné H4. Pour l'Ether, c'est la même chose, hein. L'Ether a même plus progressé. On est sous une résistance à l'heure actuelle. Pour le Bitcoin, le tout, c'est de se hisser au-dessus des 25 000 $ à présent. Je pense qu'on le voit en journalier, que c'est une grosse résistance. Ben voilà, c'est la SSB tout simplement, hein, les 25 000 $. Donc si on franchit les 25 000 $, c'est une résistance très connue, hein, pour le Bitcoin. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on est allé chercher ici, du bout de la mèche inférieure sur le Bitcoin en journalier, lorsqu'on a eu une capitulation ici des investisseurs. Et ça correspond très justement à la SSB. Hein, c'est un niveau très connu pour le Bitcoin, les 25 000 $. Et ça correspond à la sortie du nuage par le haut. Hein, donc c'est parfait, c'est magique, ça m'arrange. Et donc pour l'Ether ici, il faudra aller chercher ce niveau des 1800 $, plus largement les 2000 $. Et là effectivement, si on se hisse au-dessus des 2000 $, on le voit graphiquement, c'est un énorme niveau qui nous permettrait de revenir beaucoup plus haut sur l'Ether pour aller chercher éventuellement les 2800 voire 2850 $. Donc voilà pour les crypto-monnaies. C'est de mieux en mieux, hein. On a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel, mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. On est bien loin, hein, de la fin du bear market.
on a tant d'autres éléments. On va faire un point aussi sur l'or. Décidément, aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Ici, l'or en données hebdomadaires, c'est vraiment alarmant. C'est pour ça que je vais commencer par l'hebdo, parce qu'on a ce double sommet en hebdomadaire ici, selon la théorie, si on casse la ligne de coup, si on casse les 1875, 1880 dollars l'once, où est-ce qu'on va atterrir? On va atterrir à 1300 dollars l'once. Hein, ce sont des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2019. Entre-temps, on a marqué des records historiques, hein, tout de même, le record des 2075 dollars l'once. Donc si on venait à casser les 1680, autant vous dire que ce serait une hécatombe sur le métal jaune. En données journalières, vous voyez, on se stabilise sous cette projection d'Osoda, une projection d'Osoda qui commence de loin, hein, du récent sommet. Donc c'est un objectif vraiment très ancien, un objectif qui date d'avril, du mois d'avril très exactement. On l'a atteint ici, et on se stabilise. Et donc, les prochaines séances seront déterminantes. En journalier, deux scénarios. Soit on arrive très rapidement, vraiment très rapidement, à se hisser au-dessus de cette projection d'Osoda et de dessiner quelque chose, une figure chartiste à ce niveau-là, un range. Et donc, dans ce cas-là, la cassure de la borne supérieure nous permettrait d'aller rechercher éventuellement les records historiques. Soit on ne parvient pas et la baisse s'accentue, peut-être à cause du dollar américain, un dollar américain qui pourrait continuer de progresser et donc pousser l'euro-dollar sous la parité. Mais dans ce cas-là, si on réfléchit, vous voyez ce qu'a dit UBS, on serait à 0,90 pour l'euro-dollar. Et donc, ce serait un euro qui dégringole à cause de la situation du gaz naturel, à cause de Nord Stream 1 et de la coupure définitive des flux, baisse de l'euro, hausse du dollar, avec une réserve fédérale américaine qui arrive à être de plus en plus dovish, qui est de moins en moins hawkish, mais d'un autre côté une BCE qui doit être de plus en plus hawkish à cause du gaz naturel, et donc affaiblissement de l'euro. Donc vous voyez, ce scénario catastrophe, ce pire des scénarios du BS, pourrait être possible et pourrait entraîner la réalisation de ce scénario sur le gold. C'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui, je voulais vraiment vous transmettre ce raisonnement-là qui a du sens. Et donc, si ce pire des scénarios du BS, ça pourrait aboutir à une cassure des 1680 et à un retour au gold à 1290 dollars l'once. À l'heure actuelle, ça paraît assez fou, mais si on prend en considération ce pire des scénarios du BS, c'est ce qui pourrait arriver si ce pire des scénarios venait à se concrétiser. Et ici, le technique nous l'annonce déjà en cas de cassure de la ligne de coup. Donc voilà pour cette parenthèse, et ça vient confirmer, c'est ce qui me donne des convictions de plus en plus fortes. Hein. Je vous en parle depuis très longtemps de cette figure, ce broadening pattern, perte de contrôle du marché. Souvenez-vous, c'est ce que ça veut dire. On l'a vu sur le DAX plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois. Et honnêtement, un gold qui passe d'un sommet à 2075 dollars pour aller à 1291 dollars, c'est une baisse de 40%. Depuis la figure de broadening pattern, ça veut dire que la valeur du gold perd. Le gold perd un quart de sa valeur. Si ce n'est pas une perte de contrôle de marché, ça, je ne sais pas comment qualifier une perte de contrôle. Donc vraiment, cette figure également aurait du sens. Donc voilà pour le gold, beaucoup de points aujourd'hui. On va aller plus rapidement sur le pétrole WTI. On en a parlé, pourquoi on a eu cette hausse. Joe Biden n'arrive pas à confirmer sa mainmise sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est en train de s'affranchir des États-Unis et refuse décline la demande de Joe Biden. Donc belle hausse du pétrole WTI. Aujourd'hui, on a pris connaissance des stocks hier, ça apaise un petit peu la pression sur le marché. Vous voyez ici en données H4, on n'est pas allé jusqu'à la sortie de nuage, on n'est pas allé jusqu'à cette moyenne mobile qui est à 100 périodes, il me semble. On se replie avant même cela. Et donc le scénario baissier est en train de se mettre en place. Maintenant, ce niveau est ici. La résistance majeure, on la baisse à présent, elle est en dessous des 100 dollars le baril. Elle est à 99,90, donc aux alentours des 100. Donc un scénario baissier qui pourrait se concrétiser prochainement. Gaz naturel à présent, on en a beaucoup parlé en introduction. On avait cette figure en épaule, tête-épaule inversée qui a réalisé la moitié de l'objectif théorique. On pourrait continuer plus haut et on devrait aller beaucoup plus haut pour le gaz naturel. On va revenir en arrière parce que ici, souvenez-vous, il y a très longtemps, on avait mis en place cela. Et ce sont peut-être des objectifs qui pourraient être d'actualité. On va afficher le rayon. Et ce seront peut-être des niveaux
Parce que vous voyez, on avait parlé des 3E, souvenez-vous, on en a beaucoup parlé, hein, cet objectif d'Osoda. Vous voyez comme ça a fonctionné mine de rien, même s'il y a eu effectivement de l'agitation, c'est pour ça qu'il faut tenir le coup lorsqu'on traite ce genre de figure. On est allé chercher les 3E, effectivement. Et c'est bien de prendre de la hauteur ici et de voir ce qui s'est passé avec cette figure en 3E. On est allé chercher le premier E ici, avant de se replier, on reprend de l'élan, on va chercher le deuxième E, ça a été pratiquement le maximum, ça a été le sommet qui a été marqué. Et donc on se replie à présent, et on se replie où? Aux alentours de notre point B. C'est assez précis, parce que je vous rappelle ici on a le point A, le point B, le point C, et ensuite on a théoriquement le point D. Mais ici on en a 3 parce que c'est une figure en 3E. Alors je vais essayer de redétailler la théorie peut-être demain sur cette figure en 3E, mais j'en ai beaucoup parlé. Je le détaillerai demain. Aujourd'hui, je ne peux pas. La vidéo sera beaucoup trop longue. Je voulais faire un point sur plusieurs choses. Et donc, vous voyez, on revient sur le point B. C'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on s'attaque au premier E. On s'attaque au premier E. Et donc, la target, ce n'est pas l'objectif théorique. La target sera le second E, donc retour au précédent sommet. Et si toutes les craintes se matérialisent, tout ce qu'on a dit, et ce qu'attend également UBS, c'est direction le troisième E. C'est-à-dire 56% de hausse à partir de maintenant. Donc, j'ai voulu vraiment mettre bout à bout tous les actifs parce qu'il faut voir un petit peu un événement peut avoir de l'impact sur différents marchés. À chaque fois, on découpe les indices boursiers, les crypto-monnaies, les matières premières, le marché d'échange. Là, on a fait un raisonnement qui rallie tous les marchés et on s'est basé simplement sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ça a des impacts un peu partout, impact sur le DAX, impact sur le marché d'échange, donc sur la paire euro-dollar, impact sur le gold, impact sur le gaz naturel, impact sur le pétrole. Donc je pense que cette vidéo mettra à plat plusieurs choses, j'espère que ça aura éclairé pas mal de nos auditeurs. Habituellement je ne prends pas le temps, je vous donne les infos à droite à gauche et je vous laisse mettre tout bout à bout. Aujourd'hui, vraiment, on fait ce travail ensemble et on a vraiment une meilleure visibilité sur les prochaines semaines. Et donc, lorsqu'on aura de récentes nouvelles, on pourra mettre à jour ce scénario. C'est vraiment de la pure analyse que l'on fait ici. On passe à présent sur le marché d'échange très rapidement avec le billet vert qui continue son repli. C'est ce qu'on a dit hier. Il va chercher la Kijun en journalier. L'euro-dollar va chercher sa Kijun en journalier. On y est. Le billet vert a atteint son support, prêt à repartir à la hausse. L'euro-dollar a atteint sa résistance, prêt à s'effondrer. Et sur ce, je mets un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris le temps de mettre en place pour vous ce raisonnement. Je vais essayer de réexpliquer lors d'un prochain Good Morning Market la figure chartiste des 3E, hein, qui est dans la théorie Ishimoku. Je parlais beaucoup de tout ça avant. J'en parle un peu moins parce que je considère que vous savez tous ce que c'est, mais il y a peut-être de nouveaux auditeurs entre-temps qui n'ont jamais entendu parler de cela. Donc, je vais peut-être essayer de placer des explications théoriques à ce niveau-là. Merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.